Bonsoir à tous. Apparemment, nous sommes plus d'une trentaine et c'est une première ce soir pour notre Cénacle Génération Biodiversité. Et c'est au nom de notre Cénacle que nous avons la chance et le plaisir d'accueillir ce soir une des nôtres de la CIU, Madame Brigitte Vu. Elle est une éminente spécialiste de l'hydrogène. Elle est ingénieure reconnue en efficacité énergétique des bâtiments. Elle est experte en énergie et hydrogène auprès de l'Office parlementaire sur les choix scientifiques et technologiques. Elle est enseignant-chercheur à l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Elle est aussi auteure de plusieurs ouvrages spécialisés. Aussi, je tiens en votre nom à tous à la remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons traiter de l'avenir de l'hydrogène. Entre autres, Brigitte abordera certainement les capacités de production, les contraintes liées au stockage, les perspectives de contribuer pour la France à une autonomie énergétique. Mais je ne saurais dévoiler davantage le sujet et sans plus tarder, je lui cède très volontiers la parole. Je rappelle qu'il est toujours possible à l'issue de son exposé que chacun des participants puisse l'interroger pour préciser l'une et l'autre chose avancée. En tout cas, un grand merci. Brigitte, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi que de vous présenter cette première conférence en visio sur le sujet de l'hydrogène décarboné. Donc aujourd'hui, l'hydrogène apparaît comme un vecteur important concernant l'évolution de notre mix énergétique. Et je vais d'abord vous présenter un contexte, le contexte socio-économique. La crise du Covid-19 a quelque peu modifié le contexte économique. La transition énergétique pourrait être un élément important de la relance, avec en particulier la relocalisation d'industries liées à l'énergie au sens large et le lancement de filières telles que l'hydrogène vert. On a eu un exemple pas plus tard que cette semaine, puisqu'on se rend compte que d'être dépendant de certains pays lointains, par exemple pour le constructeur automobile Stellantis, anciennement Peugeot, est une difficulté supplémentaire puisqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'approvisionner, par exemple, en semi-conducteurs. Donc, la transition énergétique doit aussi nous permettre de pouvoir relocaliser un certain nombre d'industries dont nous étions leaders il y a encore quelques années ou quelques dizaines d'années. La France possède une production d'électricité qui est fortement décarbonée, 92,1% en 2019. C'est un des pays qui a l'électricité la moins carbonée au monde. Nous devons de fait rechercher des solutions de production d'hydrogène qui ne génèrent pas de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle je vous parlerai d'hydrogène vert. Je vous déclinerai toutes les formes d'hydrogène par la suite. Au niveau contexte énergétique, donc cette nouvelle filière énergétique s'inscrit dans un contexte énergétique évoluant. La France a transposé en droit français la directive européenne 2009-28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, puis a adopté la loi de transition énergétique pour une croissance verte, publiée au journal officiel du 17 août 2015. Cette loi de transition énergétique pour une croissance verte va modifier largement notre mix énergétique puisque nous allons, à l'horizon 2035, plafonner notre production d'électricité d'origine nucléaire à 50%. Dans le même temps, nous allons progresser en termes d'évolution de la production d'énergie renouvelable, en particulier des énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le photovoltaïque. Et de fait, il va nous falloir trouver des solutions pérennes de stockage et l'hydrogène peut être une de ces solutions. La France a décliné la 4e directive européenne et adopté la loi LOM, parue au journal officiel en date du 26 décembre 2019, ainsi que la loi énergie-climat adoptée en date du 8 novembre 2019. Quel est le rappel de ce contexte énergétique? Donc, cette loi a fixé des objectifs nationaux à l'horizon 2030, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, de 40% par rapport à 1990, réduire notre consommation globale d'énergie de 20% par rapport à 2012. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique fait partie prenante
et partie prenante de notre mix énergétique. Augmenter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020, ce à quoi nous sommes arrivés, et à 32% en 2030, et enfin atteindre 40% de la production d'électricité d'origine renouvelable en 2030. Quelles sont les conséquences de ce contexte énergétique? La croissance en matière d'énergie renouvelable proviendra essentiellement des énergies renouvelables intermittentes. Ces énergies sont intermittentes et couvrent pour le moment 3,5% de l'électricité consommée en France pour le solaire thermique, 6% pour le photovoltaïque et 7 à 8% pour l'éolien. Donc la solution qui sera adoptée devra inclure non seulement l'extension du réseau, mais également les énergies renouvelables et le stockage, la gestion de la consommation et surtout une recharge intelligente. Pourquoi faut-il stocker cette énergie? Le système électrique actuel est à la demande. Or, les énergies renouvelables en fort développement actuellement sont intermittentes, en particulier l'éolien et le photovoltaïque. Il est donc nécessaire de développer le stockage compte tenu de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Or, nous avons besoin d'énergie à tout instant de la journée et en tout point de notre territoire, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Quelques rappels pour figer un petit peu le débat, c'est la production d'électricité en France a atteint 537,7 TWh en France en 2019. Le nucléaire représente 70,6% avec l'objectif de descendre à 50%, l'hydraulique 11,2%, l'éolien 6,3%, le solaire 2,2%, les bioénergies 1,9%, le gaz 7,2%, le fuel 0,4%, le charbon 0,3%, sachant qu'on doit fermer l'ensemble de nos centrales au charbon à l'horizon 2022. La problématique est la suivante, c'est qu'une année compte 8760 heures. Or, il est forcé de constater que toutes ces énergies ont des facteurs de charge qui sont très différents. Alors, qu'est-ce que le facteur de charge? C'est la durée de fonctionnement par an d'une énergie par rapport à nos besoins. Par exemple, le nucléaire a un facteur de charge de 6600 heures par an sur les 8760 heures, c'est-à-dire qu'on a 75% du temps la possibilité d'avoir du nucléaire. L'éolien a un facteur de charge de 2200 heures, soit 24% du temps. Le photovoltaïque, 1200 heures, soit 14% du temps. Donc, vous voyez bien que à un moment donné, l'énergie photovoltaïque va produire en particulier en été, l'éolien va produire quand il y aura du vent. Donc, il va nous falloir trouver des solutions pour pouvoir parvenir à tout ça. Et donc, l'hydrogène dont je vais vous parler maintenant est une des solutions qui est intéressante pour pouvoir stocker les énergies renouvelables intermittentes. Donc, l'hydrogène est un vecteur énergétique polyvalent et flexible qui apporte des solutions efficaces et décisives pour répondre aux grands défis liés à la transition énergétique et à la croissance de demain. Cependant, aujourd'hui, l'hydrogène produit dans le monde est produit à partir de vaporeformage de la molécule de méthane, donc du CH4, du gaz naturel, donc d'énergie fossile. Il représente aujourd'hui 95% de la production mondiale d'hydrogène. Bien sûr, il n'est pas forcément à destination de stockage pour l'instant, il est surtout à destination de l'industrie et, dans une moindre mesure, de la mobilité. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on produit 1 tonne d'hydrogène, grâce à ce vaporeformage de la molécule de CH4, on émet 10 tonnes de CO2. 1 kg d'hydrogène donne 10 kg de CO2. Vous comprenez pourquoi il est impératif de s'orienter donc vers l'hydrogène vert. Cependant, aujourd'hui, cette technologie est encore une technologie qui est relativement chère. Quand on regarde le coût de production de l'hydrogène à partir du méthane, on est entre 1,5 et 2 euros le kilo d'hydrogène. Lorsqu'on est sur une électrolyse de l'eau, on est plutôt aux alentours de 8 à 10 euros le kilo, voire même plus. Pourquoi? Parce que pour faire de l'électrolyse, on a besoin d'énergie et donc le prix de l'hydrogène sera concomitant au prix de l'énergie électrique, donc l'énergie électrique que l'on aura utilisée. Quels sont les différents hydrogènes? Donc, on a l'hydrogène vert qui est fabriqué par électrolyse de l'eau en utilisant des énergies renouvelables, que ce soit
l'hydraulique, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque. L'hydrogène jaune est aussi un hydrogène décarboné et fabriqué à partir d'électricité d'origine nucléaire. L'hydrogène bleu est fabriqué par vaporeformage du méthane, mais la spécificité de cet hydrogène dit bleu est que l'on a des solutions de séquestration du dioxyde de carbone ou de réutilisation de celui-ci. C'est-à-dire que lorsque vous fabriquez 1 kg d'hydrogène, ça génère 10 kg de CO2, mais ce CO2 est soit réutilisé, soit stocké. Enfin, l'hydrogène gris est fabriqué par vaporeformage du méthane sans captage du dioxyde de carbone. La France, donc comme je vous l'ai dit, possède une électricité fortement décarbonée. Donc la solution pour nous est de trouver une solution pour fabriquer de l'hydrogène et uniquement de l'hydrogène peu carboné pour nous permettre et ne pas compromettre nos engagements à atteindre la neutralité carbone en 2050. De plus, le choix de l'hydrogène comme vecteur énergétique doit nous aider à participer à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, donc être un vecteur de transition énergétique à l'échelle des territoires. De ce fait, il faudra dans la mesure du possible produire à partir d'énergies renouvelables diversifiées, photovoltaïques, éoliennes, voire hydrauliques, présentes sur le territoire à partir de l'électrolyse de l'eau. Avec le développement des énergies renouvelables intermittentes, cette technologie nous permet donc d'avoir le stockage du surplus d'énergie renouvelable intermittente en grande quantité sans se préoccuper des usages, ce qui est le projet actuel, soit à l'échelle plus locale, à l'échelle des territoires, mais cette fois lié à des usages réels. Et ça, c'est la solution de l'hydrogène que l'on prévoit en devenir. En ce sens, donc, le système de stockage d'hydrogène peut limiter les contraintes techniques liées à une pénétration massive des énergies renouvelables sur le réseau électrique. Donc, l'hydrogène peut jouer aussi un régulateur du réseau électrique français en période de forte production ou de faible production. Aujourd'hui, quelles sont les productions? Aujourd'hui, on a 60 millions de tonnes d'hydrogène qui sont fabriquées dans le monde. 80% de cette production sert à la fabrication d'ammoniac, indispensable à la fabrication d'engrais et au raffinage de produits pétroliers pour désulfurer les carburants. En France, on en produit environ 922 000 tonnes, 52% pour la fabrication d'ammoniac et 38% pour le raffinage du pétrole, visant à éliminer le soufre dans le pétrole. L'hydrogène doit être un vecteur qui doit être lié aux usages. Et quels sont les usages qui ont été priorisés? On a retrouvé ça en priorité dans le plan Hulot de 2018. Le plan Hulot a circonscrit les usages essentiellement à l'industrie et à la mobilité. On parlera du bâtiment qui m'est cher un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, les aides qui sont accordées en France, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, qui aide également le bâtiment, les aides qui sont allouées en France sont principalement des aides à destination de l'industrie et de la mobilité. Alors, pourquoi il est important de décarboner l'industrie? Tout simplement pour répondre à nos enjeux, les enjeux que nous nous sommes fixés à l'horizon 2050 d'avoir une neutralité carbone. Et les industriels jouent particulièrement le jeu. On voit apparaître ici et là, et moi qui suis particulièrement dans ce domaine, j'ai été consulté par de grands industriels de ma région qui souhaitent aujourd'hui ancrer leur politique en faveur de la transition écologique en direction d'une diminution très importante de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, le deuxième secteur, et c'est celui qui a peut-être le plus le vent en poupe aujourd'hui, c'est la mobilité. En ce qui concerne la mobilité, vous avez deux axes. Il faut savoir qu'un véhicule hydrogène est un véhicule électrique. Vous avez deux possibilités pour pouvoir alimenter ce véhicule, qui est soit des batteries, soit l'hydrogène. Et on se rend compte que lorsqu'on travaille sur de la mobilité lourde, que sont les bus, les cars, les camions, les bennes à ordures, les trains, il y en a même qui parlent des avions et des bateaux, on se rend compte que la mobilité, que le stockage avec une
batteries est insuffisant et ne peut pas nous assurer une autonomie suffisante. Par contre, on se rend compte que le véhicule électrique est utilise principalement les batteries. Pourquoi? Parce qu'étant moins lourd, il a aussi la possibilité d'avoir une autonomie somme toute intéressante. Aujourd'hui, on parle d'autonomie à 300 km. Certains véhicules vont à plus de 400 km. Il faut aussi savoir que la batterie est aussi sensible aux températures extérieures. Lorsque vous avez une température extérieure qui est négative en hiver, votre autonomie baisse. En ce qui concerne l'hydrogène, vous n'aurez pas cette problématique. Au niveau de la mobilité, l'hydrogène devient obligatoire pour des véhicules lourds faisant plus de 180 km par jour. Parce qu'autrement, vous êtes contraint d'avoir des batteries et le poids des batteries devient trop important. Et plus vous avez de batteries, plus vous avez de poids, donc plus vous allez consommer. Donc, c'est un cercle un petit peu vicieux. La mobilité électrique n'est plus cohérente et fait augmenter de manière considérable les coûts. Donc, on est obligé de passer sur l'hydrogène pour les bus, les trains, les cars, les bennes à ordures ménagères, les camions, etc. Le passage des véhicules électriques à hydrogène devient donc intéressant à ce stade et le développement est croissant. Aujourd'hui, il y a des développements au niveau des systèmes de stockage, en particulier des réservoirs. Donc, ces réservoirs, vous avez deux types de pression pour l'hydrogène, 350 kg pour la mobilité lourde, 700 kg pour la mobilité, 700 bars, pardon, 350 bars pour la mobilité lourde, 700 bars pour la mobilité légère. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des réservoirs qui sont de petite taille, donc il nous faut comprimer au maximum l'hydrogène pour pouvoir mettre le maximum de kilos d'hydrogène dans un réservoir. Pour une voiture particulière, l'autonomie 1 kg d'hydrogène nous permet de faire 100 km. La filière française est en train de se structurer. Vous avez en particulier au niveau des fabricants de bus un industriel appelé Safra qui est basé dans le sud-ouest et qui travaille avec un fabricant de piles à combustible qui est Symbio, qui fait partie du consortium Foressa Symbio Michelin. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, un bus diesel coûte actuellement 250 000 € à l'achat, contre 500 000 pour un bus hydrogène. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour pouvoir diminuer le coût de ces véhicules hydrogènes. D'autres perspectives sont en développement pour les trains. Récemment, 2 régions, voire même 3, ont décidé de développer des trains hydrogènes, la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Aura et je crois en Occitanie aussi. Et au niveau des bennes à ordures ménagères, la ville de Dijon s'est engagée dans la mise en place de bennes à ordures ménagères ainsi que de chariots élévateurs à l'hydrogène. En ce qui concerne le bâtiment, dans un proche avenir et avec la suppression des énergies fossiles, les différentes réglementations thermiques aujourd'hui nous laissent entrevoir la disparition du fioul, donc ça c'est acté, et la disparition du gaz dans le cadre de la future réglementation environnementale 2020. Donc il ne sera plus possible d'installer des chaudières à énergie fossile dans les constructions neuves. Et dans quelques années, nul doute que ça ne sera pas possible non plus en rénovation. Donc, il va nous falloir trouver des alternatives dans le secteur du bâtiment pour nous alimenter en chauffage, en production d'eau chaude sanitaire et en électricité avec des systèmes qui soient uniquement des solutions renouvelables. Or, l'énergie renouvelable la plus utilisée dans le bâtiment reste le photovoltaïque. Le photovoltaïque produit essentiellement en été et pour avoir fait des études assez poussées dans ce domaine-là, on se rend compte que dès le 15 février, y compris dans ma région qui est en zone H1B, on a une production photovoltaïque qui nous permet d'avoir une partie en autoconsommation. À partir du 15 avril, voire 15 mai, on a la possibilité d'avoir
une surproduction qui nous permet de stocker cette énergie dans des batteries et pour faire l'intersaison, puisqu'en fait, on a besoin de chauffage essentiellement du mois de novembre jusqu'au mois de février, il va nous falloir trouver une autre solution et l'hydrogène apparaît comme une solution intéressante pour pouvoir stocker cette énergie. Alors, pourquoi l'hydrogène? Tout simplement parce que la batterie a un taux d'autodécharge, donc vous allez charger ces batteries en été. Par contre, au fil des mois, suivant les technologies, elle va perdre 5 à 10% de son énergie stockée. Arrivé en hiver, vous risquez de ne pas avoir suffisamment d'énergie. L'hydrogène reste le vecteur qui vous permettra d'avoir une solution stable. Donc, vous transformez via un électrolyseur votre énergie photovoltaïque en hydrogène que vous stockez à moyenne pression et ensuite vous réutilisez cet hydrogène en hiver via une pile à combustible pour vous faire de l'électricité et, ou là où c'est intéressant, dans le bâtiment, de la chaleur, puisqu'une pile à combustible libère 50% d'électricité et 50% de chaleur. Vous aurez la possibilité d'utiliser et de valoriser cette chaleur, ce qui vous permettra d'avoir un rendement beaucoup plus intéressant que celui que l'on a en automobile, puisqu'en automobile, on n'a que les 50%, voire même moins, plutôt 35% d'électricité, et la chaleur, on ne sait pas forcément comment l'utiliser dans un véhicule. Pour analyser les perspectives de cette filière, il est indispensable de se projeter sur l'évolution de notre mix énergétique ainsi que celui de nos voisins et d'intégrer les évolutions en matière de directives européennes. Donc, notre pays s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ce faire, la loi énergie-climat fixe comme objectif de diminuer nos consommations d'énergie fossile de 40% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. La loi a aussi entériné l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc l'hydrogène apparaît comme une solution. Qu'en est-il des pays qui nous entourent? L'Allemagne. L'Allemagne a investi 25 milliards d'euros dans l'éolien et le photovoltaïque. La part des énergies renouvelables représente dans ce pays près de 40% dans leur production d'électricité, contre encore 38,2% pour le charbon. Cependant, cela a un impact important sur le prix de l'électricité allemande. Quand on compare le prix de l'électricité allemande et le prix de l'électricité française, on se rend compte que en Allemagne, le prix de l'électricité est de 294,5 € du mégawattheure pour une production de 542,8 TWh contre 160 € par mégawattheure en France pour une production de 548,6 TWh. On se rend compte que l'Allemagne est beaucoup plus consommatrice et n'est pas forcément beaucoup plus consommatrice d'énergie que nous. On a à peu près la même quantité d'électricité. Par contre, le prix est nettement plus important. Quand on regarde aussi d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, un Allemand émet 11,5 tonnes de CO2 pendant qu'un Français émet 5,5 tonnes de CO2. Cette évolution nécessaire de notre mix énergétique ne va pas sans poser de nouveaux problèmes dans la mesure où l'augmentation de la production d'énergie renouvelable intermittente va donc créer ce besoin de stockage. Quelle politique en faveur de l'hydrogène pour la France? Le plan de relance a choisi de promouvoir l'hydrogène vert puisque 7 milliards d'euros ont été alloués à ce vecteur énergétique, dont 2 milliards pour les années 2021-2022. Une somme de 1,5 milliard sera consacrée à la construction d'une gigafactory de fabrication d'électrolyseurs, à la recherche-développement dans ce domaine-là aussi. Jusqu'à l'annonce de ce plan de relance, les territoires avaient pris la main sur l'hydrogène, et en particulier l'Occitanie, qui avait un plan stratégique hydrogène de 150 millions d'euros pour la période 2019-2030 et qui a fait l'acquisition de 3 rames de train, la réalisation de 20 stations de production-distribution d'hydrogène, la construction d'une usine de production d'hydrogène et de 2 électrolyseurs industriels, mais aussi et surtout la création d'usages de cet hydrogène avec l'acquisition de 600 véhicules hydrogène lourds, utilitaires et légers. Un autre exemple de région qui avait pris la main sur l'hydrogène avant que le gouvernement ne lance la politique hydrogène française, c'est la région AURA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a lancé un vaste plan dont le premier objectif était d'améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. C'est ainsi qu'est né le projet ZEV, Zero Emission Valley. 20 stations hydrogène devraient voir leur jour dans cette région avec des premières stations à Lyon, où il y en a 2, Chambéry, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne.
et un plan de 50 millions d'euros. Ensuite, la région Bourgogne-Franche-Comté, où je suis, avec un plan de 102 millions d'euros, dont 45 pour le développement de locomotives hydrogène, 18 pour l'industrie et le stationnaire, 18 pour la mobilité, 2 pour la recherche et 2 pour l'innovation. On voit que les régions avaient pris largement le pas avant l'État sur la politique de l'hydrogène et il va falloir encourager le développement. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être concurrent. L'État nous guide et nous donne les moyens de pouvoir développer l'hydrogène et le développement se fera à l'échelle des régions avec en particulier la nécessité de créer des usages. Ça ne sert à rien de produire de l'hydrogène pour produire de l'hydrogène, il faut en face avoir des usages. Donc avant de lancer une politique de l'hydrogène au niveau régional, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je vais produire de l'hydrogène, quelle quantité d'hydrogène je vais produire et pour quels usages. C'est exactement ce qui s'est passé en Suisse puisque la Suisse a signé avec Hyundai 1000 camions hydrogène. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de camions qui circulent en Suisse. Leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas de station hydrogène. Ils ont 7 stations hydrogène. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir, je construis, j'ai des usages. Si je n'ai pas d'usage, il est inutile. C'est quelque chose qui est encore cher aujourd'hui. Au niveau industriel, il y a une vraie volonté d'encourager les consortiums tels que celui de Symbio Faurecia Michelin. Donc Symbio, fabricant de piles à combustible, Faurecia, grand leader mondial, qui a construit sur son centre de recherche de Bavent une usine où elle fabrique des réservoirs d'hydrogène dédiés à la mobilité. Et il faut encourager d'autres consortiums, avec Safra par exemple, avec Renault, avec d'autres industriels. Et l'idée est aussi de relocaliser cette production avec la fabrication d'électrolyseurs sur notre territoire. Jusqu'à maintenant, on avait 2 gros fabricants d'électrolyseurs que sont Areva H2Gen, qui sont basés en région parisienne et qui fabriquent des électrolyseurs à membrane, et McPhy qui fabrique des électrolyseurs, j'ai oublié la technologie, c'est pas grave, mais la fabrication de ces électrolyseurs se fait en Italie et la recherche-développement se fait en Allemagne, alors que le siège se trouve sur le territoire français. Ensuite, l'hydrogène nécessite aussi d'avoir des centres internationaux de qualification, des certifications de composants, hydrogène haute pression pour la mobilité, l'aéronautique, le maritime, et il est important de définir des normes à l'échelle internationale. Alors, beaucoup déclinent aujourd'hui ces normes à partir du gaz, mais la molécule d'hydrogène est beaucoup plus légère. L'atome d'hydrogène est beaucoup plus léger que celui du gaz et il nous faut des normes spécifiques. On sait aujourd'hui, par exemple, que pour pouvoir stocker de l'hydrogène, on ne peut pas stocker plus de 999 kg d'hydrogène. Au-delà de 999 kg d'hydrogène stocké, on passe en Céveso 1. Donc, il va nous falloir aussi modifier notre réglementation par rapport à ça. On a analysé aussi un certain nombre d'études et selon ces études menées, la filière en devenir pourrait générer 1 milliard d'euros d'investissement et représenterait en 2030 un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards d'euros pour plus de 40 000 emplois. En 2050, ce chiffre pourrait atteindre 40 milliards d'euros et plus de 150 000 emplois. C'est une étude de l'AFIPAC de 2018, actuellement renommée France Hydrogène. Donc, il est aussi impératif d'identifier quels sont les emplois induits par le développement du vecteur hydrogène, que ce soit au niveau de la production, du stockage, du transport et de la maintenance industrielle, et de proposer tout un panel de formations liées à ce vecteur qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que développer une filière de l'hydrogène, c'est très bien. Si en face de vous, vous n'avez pas les personnels capables de maintenir, d'installer déjà, mais de pouvoir assurer la maintenance de tous ces matériels, cette filière ne pourra pas être pérenne. Donc, tout ce lancement de la filière hydrogène implique une analyse politique qui est relativement puissante, en même temps le développement des emplois, en maintenant le développement des infrastructures, la fabrication des matériels et aussi ce que j'appelle la chaîne de valeur. Dans une chaîne de valeur hydrogène, vous avez quoi? Vous avez le panneau photovoltaïque où
l'hydraulique ou l'éolien, donc qui vont vous permettre de faire une électrolyse de l'eau. Donc ça sera une énergie, un hydrogène vert que vous allez stocker dans un électrolyseur, que vous allez transformer via un électrolyseur. Ensuite, vous avez stocké cet hydrogène. Lorsque vous sortez d'électrolyseur, vous allez sortir à une certaine pression. En général, cette pression n'est pas forcément élevée. Donc, il va falloir comprimer ce gaz pour pouvoir le stocker. Donc, vous allez le stocker à 150 bars, 100 bars, 300 bars, 700 bars. Donc, il va falloir avoir ces systèmes-là et surtout, il va falloir aussi prioriser tout ça. Donc, il nous manque aujourd'hui au niveau de la chaîne de valeur tout ce qu'on appelle l'électronique de puissance qui est partie de l'Europe. L'Allemagne possède encore un peu d'électronique de puissance avec la société Bosch, mais la majorité d'électronique de puissance développée pour les systèmes hydrogène se trouve aujourd'hui en Corée, en Japon, dans les pays asiatiques. Il va falloir aussi, au niveau de la France, retrouver un peu de souveraineté dans ce domaine-là. Et cela va nous permettre de reconquérir beaucoup de pans de notre industrie qui étaient partis à l'étranger. La réussite du vecteur d'énergie hydrogène passe aussi par une montée en compétences équilibrées visant à favoriser une transversalité entre usages mobiles et stationnaires à l'échelle d'un territoire. Ainsi, les piles à combustible de petite et moyenne puissance ont des applications multiples, mobiles et stationnaires, et leur déploiement concentré à l'échelle du territoire est un déploiement pertinent. Il a tout son sens dans la mesure où l'on initie une économie de l'hydrogène pédagogique car à petite échelle et il demande de fait un nombre limité d'électrolyseurs et de stations qui seront dimensionnés en fonction des usages. De plus, ils permettront de tester le format hydrogène seul, hydrogène plus batterie. Pour moi, il est intéressant plus d'avoir le système hydrogène plus batterie pour différentes raisons. Tout d'abord parce que la batterie vous permettra de lisser de lisser l'appel de puissance et de fait votre matériel durera plus longtemps et d'autre part permettra aussi de faire en sorte que votre matériel fonctionne à une puissance nominale et de manière beaucoup plus pérenne. Quels sont les freins au développement de l'hydrogène? Comme je vous l'ai dit, la perte de certaines compétences indispensables en France, mais aussi en Europe dans le domaine de l'électronique de puissance sont des freins aujourd'hui au développement de l'hydrogène. La nécessité d'investir et de développer l'aspect réglementaire de l'hydrogène, tel qu'un cadre réglementaire spécifique pour les stations-service, par exemple, distribuant d'hydrogène, mais aussi pour tous les autres systèmes entrant dans cette chaîne de valeur. Identifier quels sont les emplois induits par le développement du vecteur hydrogène, que ce soit au niveau de la production, du stockage, du transport, de la maintenance industrielle de ces systèmes et de proposer tout un panel de formations liées à ce vecteur qui n'existe pas aujourd'hui en France. Quelle politique de l'hydrogène en Allemagne? Pourquoi j'ai pris l'exemple de l'Allemagne? Parce que entre la France et l'Allemagne, on a deux politiques de l'hydrogène qui sont tout à fait différentes. En France, puisqu'on a un secteur électrique qui est fortement décarboné, on n'a pas les mêmes contraintes. Alors que les Allemands, eux, ont vraiment une nécessité de décarboner en priorité leur production électrique. L'Allemagne mise sur l'hydrogène donc et vise une première place industrielle. Elle a décidé d'y investir 9 milliards d'euros. Son plan pour y parvenir est désormais validé. Le pays veut couvrir 20% de ses besoins avec de l'hydrogène décarboné d'ici à 2030. Cela nécessitera l'installation de près de 3 à 5 gigawatts de capacité d'électrolyse et le développement de la production d'hydrogène dit bleu avec captation de carbone. Donc, vous voyez, nous, on est sur une orientation qui est plus une orientation du développement de l'hydrogène vert. Les Allemands sont plus sur un développement de l'hydrogène bleu. L'Allemagne compte aussi développer les équipements et les solutions pour couvrir toute la chaîne de valeur de la production et de l'acheminement et pour les exporter à partir de 2024. 2024, c'est demain. Elle prévoit également la mise en circulation de plus de 60 000 voitures
dites légères, donc voitures particulières à hydrogène, d'ici 2021, avec notamment 2,1 milliards d'euros de primes pour les automobilistes jusqu'en 2023. Donc, pareil que la France, l'Allemagne a tendance à, pour pouvoir lancer cette nouvelle filière, à apporter aussi pas mal de financements et de subventions. Les laboratoires de recherche recevront pour leur part jusqu'à 600 millions d'euros d'ici 2025. Donc l'Allemagne, une fois de plus, croit beaucoup en sa recherche et essaye d'y mettre un maximum de financement pour pouvoir acquérir toute la chaîne de valeur et de ne plus être dépendant, en particulier des pays asiatiques. Ensuite, que je voulais dire encore au niveau de l'Allemagne, la politique en matière d'hydrogène en Allemagne donc est très différente de celle de la France. L'Allemagne cherche avant tout à décarboner sa production d'électricité et à valoriser la production éolienne du nord de l'Allemagne vers le sud en transformant petit à petit ces gazoducs en hydrogénoducs. L'Allemagne a aussi tendance à vouloir imposer ce schéma en Europe puisqu'elle elle demande à la France de recréer ou de transformer ces gazoducs entre l'Espagne et l'Allemagne en hydrogénoduc, sachant que l'atome d'hydrogène est beaucoup plus léger. Bien évidemment que les hydrogénoducs ne sont pas suffisamment étanches aujourd'hui, ni ne sont pas aptes aujourd'hui à recevoir que de l'hydrogène. Il y a une solution aujourd'hui qui est adoptée, c'est d'intégrer, c'est ce qu'on appelle le power to gas, d'intégrer une partie d'hydrogène dans le réseau de gaz. Des études ont montré que c'était faisable jusqu'à hauteur de 16%. On parle plus à ce moment-là de méthane, mais d'ithane. Donc, c'est un gaz qui est enrichi jusqu'à 16% avec de l'hydrogène qui est fabriqué et plus transportable. La France n'a pas cette problématique, hein, donc nous cherchons autre chose. Donc les propositions, comme je vous l'ai dit, c'est d'encourager la construction de gigafactories d'électrolyseurs français. C'est une piste intéressante, d'autant que, comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, on fabriquait très peu d'électrolyseurs sur notre territoire. Il pourrait de ce fait être intéressant effectivement de se lancer dans cette construction. Cependant, ces électrolyseurs sont des électrolyseurs de très grande puissance. Les électrolyseurs développés et fabriqués par McPhy ou Areva Degen, récemment racheté par GTT, sont des électrolyseurs qui ont une puissance de 1 à 2 mégawatts. Ils veulent aller sur du 2 mégawatts. On se rend compte qu'au travers des usages, en particulier l'usage bâtiment, on va avoir besoin de plus petits électrolyseurs. Donc, il y a aussi la place pour des fabricants d'électrolyseurs de plus petite puissance. Il y a aussi la place pour des fabricants de réservoirs parce qu'aujourd'hui, la majorité des réservoirs sont des réservoirs de type 4, c'est-à-dire des réservoirs plutôt dédiés à la mobilité. Or, alors pourquoi de type 4? Ce sont des réservoirs qui sont en carbone, donc plus légers. Et lorsqu'on fait du stationnaire, donc pour le bâtiment, on n'a pas besoin de cette typologie de réservoir. Des réservoirs de type 1, c'est-à-dire en acier, ou de type 2, acier renforcé, peuvent suffire pour stocker l'hydrogène. Et en termes de coûts, on est sur des coûts beaucoup plus bas. Donc il y a la place aujourd'hui pour développer d'autres filières de l'hydrogène, d'autres filières du stockage, pas uniquement du stockage dédié à la mobilité, mais aussi du stockage lié au stationnaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore là-dessus? Donc, la filière... Des flottes, des constructeurs. Oui. Donc, la filière hydrogène doit nous permettre d'accroître notre indépendance énergétique tout en nous permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette filière nécessite aussi le développement de la partie électronique de puissance, des d'électrolyseurs, des fabricants de piles à combustible qui nous font actuellement défaut, même s'il y a un certain nombre de startups et la France est constituée de nombreuses startups qui travaillent sur ce sujet-là, qu'il va falloir fédérer pour pouvoir aller sur des systèmes complets que j'ai appelés chaînes de valeur. Nous avions des leaders dans ce domaine, en particulier sur l'électronique de puissance, de grande puissance telle que Alstom, qu'il va falloir aussi retrouver. Il faut se servir de ces fleurons pour développer une filière complète, ainsi que s'appuyer sur notre réseau de PME, PMI qui travaillent dans tous ces domaines.
La structuration de cette filière hydrogène doit nous inviter à réfléchir à nos besoins sur toute la chaîne de valeur pour dépendre le moins possible des pays asiatiques ou autres. C'est, à mes yeux, l'enjeu le plus important aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions et s'il y a des personnes qui peuvent les poser sur le chat, je suis prête à y répondre. Brigitte, merci beaucoup. Elle n'entend pas. Si, Si, je vous entends. Moi j'avais une question. Quelle est la politique de la filière, la politique des constructeurs automobiles français? Alors, aujourd'hui, la politique des constructeurs automobiles français, c'est plus d'aller sur le véhicule électrique. Et PSA, maintenant Stellantis, vient de lancer des véhicules électriques avec des prolongateurs d'autonomie grâce à l'hydrogène. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de batterie électrique, on a la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie grâce à l'hydrogène qui nous permettront de faire plus de kilomètres sur un véhicule. Comment dire, aux autres grandes puissances. Alors moi, je pense pas. On a deux visions qui sont très différentes, mais qui ne nous opposent pas. Je pense qu'au niveau, justement, au niveau industrie, l'Allemagne peut paraître être en avance sur nous parce qu'il est beaucoup plus facile de décarboner l'électricité que de fabriquer de l'hydrogène lié à des usages. Aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène lié à des usages reste encore en devenir. Et du coup, on a la possibilité en France depuis longtemps de pouvoir prendre un temps d'avance là-dessus. Et c'est là aussi où je ne comprends pas forcément la politique qui est faite par l'ADEME aujourd'hui de ne pas vouloir aider à développer une filière, par exemple, pour le bâtiment. L'Allemagne aujourd'hui a développé une filière, en particulier des chaudières hydrogène. Wiesmann a fabriqué des. Et aujourd'hui, quand on regardait le salon de l'habitat qui a eu lieu en virtuel il y a quelques semaines, ils ont aujourd'hui, Wiesmann, toute une pléiade de chaudières avec soit du gaz, mais gaz avec introduction d'hydrogène pour passer ensuite à l'hydrogène. Et en France, en n'aidant pas cette filière-là, on va pas pouvoir la développer et en fait, on va perdre vraiment, on va perdre tout ce savoir-faire. Donc, il faut impérativement que l'ADEME prenne conscience qu'il est nécessaire d'aider le bâtiment, même si c'est pas rentable aujourd'hui. Je suis la première à reconnaître que ce n'est pas rentable, mais à un moment donné, il faut faire des véritables démonstrateurs pour pouvoir lancer des filières. Alors, je vais peut-être poser une question qui peut paraître naïve, vu que je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais introduire de l'hydrogène dans le gaz, ça suppose qu'à l'arrivée, il va falloir enlever l'hydrogène du gaz. Ça ne pose pas de problème? Alors, en fait, il y a deux politiques, en fait. C'est la politique du power to gas. Donc, on va remplacer le CH4 par l'hydrogène petit à petit. Donc, pour le moment, comme on fabrique de l'hydrogène, on renforce ça. Et ça, c'est la politique des Suisses aussi, qui veulent faire ce fameux ithane, c'est-à-dire c'est un méthane enrichi en hydrogène. Il faut pas les opposer. Les deux vont nous permettre d'avancer. Moi, je ne suis pas opposée au power to gas. Il faut les deux politiques, c'est-à-dire avancer de concert et voir celle qui sera la plus pérenne. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution de séquestration du CO2. Qui ne coûte pas cher. Si on en a, elle coûte très cher. Donc, il faut pousser les deux solutions et voir celle qui sera la plus probante et la plus rentable à l'arrivée. C'est bien. J'aurais une question à poser. Bonsoir, je suis Monsieur Novello. Je sais qu'aujourd'hui et hier encore, j'ai lu un document qui stipulait qu'il y a une usine d'hydrogène qui se ferait sur Gandrange, l'ancienne aciérie. En Moselle? Oui. Voilà, en Moselle, oui. Oui. Alors, j'aimerais savoir, quand est-ce que ça pourrait être mis en place? Alors aujourd'hui, à partir du moment où on va vouloir développer la mobilité hydrogène, il va falloir que l'on ait des stations hydrogène. Et donc, c'est dans cette optique-là. La région Franche-Comté est assez bien maillée comme la région Aura. Donc, même si les stations n'existent pas encore, elles ont été positionnées. Donc, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il y aura une station hydrogène à Auxerre, une à Dijon, une à Nevers, une à Belfort. Et l'idée, c'est qu'on ait des stations hydrogène tous les 200 km. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut 1 kg d'hydrogène pour pouvoir faire 100 km. Et
l'idée, c'est de mailler le territoire. Et je pense que la région Grand Est aussi veut se développer justement pour pouvoir être ce maillon qu'il y a entre la France et l'Allemagne et la Hollande, parce que la Hollande développe aussi une politique de l'hydrogène, l'Allemagne aussi, et il est évident aussi que le Grand Est veut avoir sa part, même s'il n'apparaît pas aujourd'hui comme une région qui est fortement développée dans le domaine de l'hydrogène. Ce seront d'autres modèles avec ce que j'appelle le prolongateur d'autonomie. Oui, voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus aussi dans la mobilité lourde. On travaille sur, en particulier, des bus et des camions hydrogène. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui sont pour le moment, les travaux qu'on fait sont confidentiels, donc je ne peux pas en parler ici, mais il y a une vraie volonté sur la mobilité lourde d'aller sur ces solutions-là, ou en prolongation d'autonomie, c'est-à-dire avoir une solution train, puis ensuite ce qu'on appelle le dernier kilomètre, mais en fait qui est les 10 derniers kilomètres ou les 20 derniers kilomètres seront faits soit en électrique hydrogène. Donc pour l'instant, dans un horizon de moyen terme, ça ne concerne pas les voitures particulières. Alors si, il y en a quelques-unes, les Hyundai en particulier, les Mirai, etc. L'Allemagne aussi veut aller là-dessus, mais le coût de ces véhicules est encore très très cher. Je crois qu'on est sur du 45-50 000 euros. Sur des petits véhicules, on restera sur de la batterie. Surtout qu'il y a des gros progrès en termes de batterie et qu'on a des autonomies qui sont de plus en plus importantes au niveau des véhicules légers. Paris et les taxis, il y en aura quand même 70. Je sais pas combien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, est-ce que notre président, qui est un grand directeur de collectivité territoriale, se trouve être intéressé par les développements que nous venons d'entendre? Absolument. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, c'était très riche. Merci beaucoup, Brigitte. Et puis, j'ai compris que les territoires commençaient à s'en saisir. Donc, j'ai bien compris. Alors, il n'y a pas que le maillage, il y a aussi, j'ai bien vu, Occitanie, Aura, Bourgogne-Franche-Comté qui se saisissaient de cette problématique pour s'investir et investir cette filière. Et effectivement, moi, je suis plutôt basé en Île-de-France et en Essonne. Et donc, je suis très intéressé pour essayer d'être un des maillons qui permettrait d'être acteur et d'être contributeur au développement de cette filière. Surtout que sur l'Essonne, il y a un des 2 fabricants d'électrolyseurs français qui est anciennement Areva H2Gen, maintenant GTT. Et aujourd'hui, pour ne rien te cacher, ces gens-là ont énormément de travail. Et si un jour ça t'intéressait, on pourrait visiter ensemble Areva H2Gen. Je connais un certain nombre de personnes dedans. Et c'est un vrai centre de recherche qui est vraiment franchement très intéressant à visiter, et on comprend beaucoup de choses au travers d'une visite dans une de ces usines. Ah ben, oui. Je suis très preneur. Et le CEA, il était très en pointe sur les piles à combustible autrefois. Ah oui, le CEA est très en pointe aussi sur tout ce qui est piles à combustible. Et c'est celui qui a été le plus grand vecteur en termes de recherche, même si le FC Lab du territoire de Belfort aujourd'hui fait 60% de la littérature hydrogène française. Mais le CEA est, nous on n'est plus sur de la recherche fondamentale, le CEA est sur de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et la recherche appliquée est absolument nécessaire à ce stade-là, maintenant qu'on a fait toutes les recherches fondamentales, même s'il y a encore des choses à faire bien évidemment, mais il faut passer à tout prix à la recherche appliquée. Alors j'ai une question qui arrive par un internaute qui dit: est-ce que Madame Brigitte Vu à l'oreille de nos gouvernements, et quel est le point critique de sa politique? Alors, j'ai effectivement l'oreille, j'ai la chance d'avoir dans mon un préfet qui est un ancien très proche du président de la République, et avec lui je travaille de concert justement pour faire du territoire de Belfort un écosystème hydrogène. Et j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir m'entretenir avec les cabinets des différents ministres concernés. Cependant, jusqu'à maintenant, avec la crise de la Covid, en fait, ça a pris un petit peu de retard. Mais je tiens
à souligner que les politiques sont très investies à ce niveau-là. Je parle des politiques nationaux. Au niveau régional, il est vrai aussi que la région, poussée par sa présidente Marie-Guy Dufay, est aussi très présente sur tout ce qui est hydrogène. À l'échelon de du territoire de Belfort, les politiques locaux le sont moins. Mais c'est le préfet qui pousse. Donc, on a effectivement l'oreille des politiques et ils se rendent bien compte qu'il y a des frémissements et qu'il y a des choses à faire, même si c'est pas toujours facile à appréhender comme notion, que l'hydrogène, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est vrai qu'au niveau national, moi, je peux dire que j'ai vu une évolution très rapide entre le plan Hulot et maintenant. Ça ne fait que 3 ans et on voit quand même qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour pouvoir lancer cette nouvelle filière. Non, c'est passionnant, vraiment, c'est passionnant. Et ça montre qu'on est à l'émergence qu'il y a une vraie dynamique et qu'il y a la possibilité de repositionner la France sur, prendre de l'avance en tout cas sur. À un moment, je suis persuadée, j'ai été vraiment époustouflée de voir toutes les pépites qu'on avait en France. Des petites entreprises, des PME, PMI qui ont des marchés de niche, mais qui sont connus à l'international. En France, on est truffé de ces petites pépites, donc qui demandent que à réémerger avec des nouvelles technologies. Et bon, aujourd'hui, mon travail aussi au sein de l'UTBM, c'est d'être sur la valorisation de la recherche. Et ma volonté, c'est d'essayer de créer des écosystèmes hydrogènes complets pour qu'on puisse développer cette filière à l'échelle de la France à différents niveaux, au niveau industriel, au niveau bien évidemment mobilité et au niveau bâtimentaire. Pour cela, il faut vraiment appuyer. Il faut que les collectivités jouent le jeu aussi parce que on a des concurrents. Je donne un exemple sur le territoire de Belfort. Aujourd'hui, on est en train d'hésiter entre un fabricant de bus qui s'appelle Van Hool, qui nous met des piles à combustible Ballard, qui sont des piles à combustible nord-américaines, et on le met en concurrent avec un Français qui s'appelle Safra et celui qui fabrique les piles à combustible Symbio. Pour moi, il devrait même pas y avoir de question. On lance une filière, on aide la filière française, on ne va pas aider les étrangers. Et c'est ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire en France et qu'on fait très très bien. Les Allemands savent très bien privilégier l'industrie allemande, les Suisses, l'industrie suisse. Il faut qu'on privilégie l'industrie française, surtout qu'on est sur une industrie émergente. Brigitte, ce qu'il faut souhaiter, c'est que on soit dans le même temps pour le bâtiment, entre la suppression, par exemple, par une loi ou réglementation des chaudières au fioul puis au gaz, et qu'on n'ait rien pour les remplacer. Et que l'hydrogène. Aujourd'hui, la solution, ça reste la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, mais en rénovation, c'est pas toujours la meilleure des solutions. On peut avoir ce que j'appelle une pompe à chaleur en relève de chaudière, c'est-à-dire qu'il nous fasse 90%, mais quand il fait des moins 15, moins 20, reste que la pompe à chaleur, en particulier si c'est une pompe à chaleur air-eau, elle ne pourra jamais nous permettre d'assurer ça. Donc, on doit garder la chaudière fuel ou la chaudière gaz en relève pour les périodes les plus froides. Il faut pas non plus être extrémiste. Il faut pas interdire. Il faut essayer de faire quelque chose de cohérent. Et aujourd'hui, de toute manière, on n'a pas de réglementation en termes de rénovation. On fait à peu près ce qu'on veut dans la rénovation. On a des axes. On dit qu'il faut arriver à tel niveau. Mais on a, autant dans le neuf, on a des réglementations qui évoluent vite et à mes yeux trop vite. On n'a encore pas terminé de mettre en place la RT 2012 qu'on nous lance une RE 2020 qui est complètement à l'opposé. En plus, on nous dit qu'il faut mettre du matériau biosourcé, il faut plus mettre d'énergie fossile, etc. Laissons le temps aux professionnels d'appréhender ces réglementations thermiques et ensuite faisons-les évoluer. Il faut aller doucement. C'est toute la problématique des villes et des immeubles. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, dans les immeubles, on nous met la RE 2020. Aujourd'hui, dans le collectif, on n'a encore pas appliqué la RT 2012. On n'est pas à 50 kW dans le collectif, on est à 57,5 kW. Laissons les choses se faire. En termes de production d'eau chaude sanitaire, on n'a pas des tonnes de solutions en collectif pour les immeubles. Laissons les choses se faire. Si on va plomber le marché de la construction neuve, en particulier dans le collectif, si on oblige à certaines solutions. Évidemment. C'est français. Malheureusement. Écoute, Brigitte, dans cet univers de contraintes qui nous oblige, la neutralité carbone, l'autonomie énergétique, etc., ton exposé était très stimulant, très positif et très stimulant.
donné envie d'aller C'est de la... très bien. Bon, moi, je vous cache pas, je vais lancer à titre privé, justement, un bâtiment autonome. Où ça? Donc, je suis en train d'y travailler. Donc, j'ai travaillé sur tout le bâti pour qu'il soit le moins déperditif possible et qu'en termes de confort, on y soit tant en été qu'en hiver. Et l'énergie qui me manquera, je vais l'assurer justement grâce à des énergies renouvelables et avec une petite partie hydrogène. C'est le défi des prochaines années. Là, pour le moment, il est sur le papier. En ce qui concerne mon système qui fait l'objet d'un brevet, je l'ai testé en réel, il fonctionne. Donc, la partie hydrogène fonctionne. Donc, maintenant, il faut la mettre dans un véritable immeuble. Voilà. Ah, Je suppose avec une. Pardon. Tu vas faire le deuxième pilote en Essonne. Ah, pourquoi pas. Tu disais quoi, Patrice? Non, je dis Tu je supposes? suppose avec une grande part d'intelligence, d'algorithme et tout ça pour arriver Tout à fait, tout à fait. Eh bien, réguler tout ça. Quoi. aujourd'hui, l'intelligence artificielle est indispensable dans la régulation des énergies. C'est vraiment, c'est pour ça que nous, au niveau de l'école d'ingénieurs, on était énergie et maintenant on a associé pôle énergie informatique justement parce qu'on a besoin de cette intelligence artificielle pour pouvoir réguler tout ça. C'est ce qui va nous apporter le plus, l'intelligence artificielle. Ça, c'est indispensable. bravo. Écoute, merci Brigitte. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, de rien, c'était un plaisir pour moi. Voilà. Alors, On la va prochaine conférence, Brigitte, ça sera sur quel sujet? Je ne sais pas. Non, Proposez-moi des sujets. Non, parce que tu es une spécialiste du bâtiment aussi. Oui. Hein. Oui. Au niveau européen, parce que moi, je me déplace souvent, je traverse la Suisse, je vais en Italie jusque dans le sud. Justement, au sujet de l'hydrogène, quelqu'un qui achète un véhicule qui sera construit sur la base de l'hydrogène, est-ce qu'il pourra faire un tel trajet de pratiquement 2000 km? Est-ce que c'est possible assez rapidement ou il faudra attendre encore? Il y a des stations d'hydrogène qui vont se monter un petit peu partout. Oui, voilà. Donc en Suisse, ils sont passés à 7 stations. Donc la Suisse, c'est quand même pas très très grand. En Allemagne, il y a aussi des stations hydrogène. En France, c'est en train de. Il y en a déjà en Aura, hein, des stations hydrogène à Chambéry, etc. Donc petit à petit, on va avoir cette possibilité-là, effectivement. Bon, c'est super, on verra bien. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Brigitte. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas connectés, mais qui sont en vidéo directe. Je vais arrêter la vidéo directe parce que je vois qu'il y a un bouton. Donc, Jean-Philippe, je te laisse le dernier mot. Ben non, je remercie tous ceux qui ont participé, même ceux qu'on n'a pas vus. Et ça nous donne en tout cas le sentiment de devoir poursuivre ce que nous avons entrepris là, sur cette réflexion, sur la réflexion qui nous préoccupe dans le Cénac. Et j'espère vous revoir sur d'autres thématiques que nous tâcherons de monter assez régulièrement. En tout cas, un grand merci pour nous soutenir dans notre réflexion commune.